Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la présentation du livre de Arnaud Gallet, J'étais un enfant. Comme vous le savez, lorsque je vous fais la présentation d'un livre, je vous parle un petit peu de l'auteur, je vous développe la thématique sur le fond et la forme, parfois même je vous fais une courte analyse psychologique. Ici, le format de la vidéo va être complètement différent. Parce qu'il ne s'agit pas d'un roman ou d'un livre sur le développement personnel, mais il s'agit d'un témoignage. Et un témoignage qui est bouleversant, impactant. En tous les cas, au moment où j'ai lu les premiers chapitres, ça a été extrêmement difficile. Aussi, avant que vous écoutiez le résumé condensé du livre, c'est vraiment, je ne suis pas rentrée dans les détails. Il y a des mots que je vais employer. Si jamais c'est un sujet qui vous déclenche des crises d'angoisse pour des raisons qui vous sont propres, je vous déconseille d'écouter cette vidéo. Pour les autres, merci d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous laisse avec le résumé condensé. C'est l'histoire bouleversante, déchirante d'Arnaud Gallet qui témoigne aujourd'hui dans son livre « J'étais un enfant ». J'ai 8 ans. Le père Rémi Laurando arrive aujourd'hui du Gabon. Mon père va le chercher à l'aéroport de Roissy. Il est notre hôte pour plusieurs nuits. Nous dînons. Il dormira dans ma chambre, dotée d'un lit gigogne. Lui en bas, moi en haut. J'ai 42 ans. Je m'appelle Arnaud Gallet et j'ai été violée pendant mon enfance par un prêtre missionnaire et par 2 de mes cousins. J'aurais pu en mourir. Aujourd'hui, mon histoire n'est plus uniquement la mienne. Elle est celle vécue par plus de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en France. Mais il m'aura fallu des décennies de cheminement pour la décortiquer et la comprendre, envers et contre une mécanique familiale du silence. Ce livre se veut un témoignage combatif à la première personne et à double titre, en tant que victime et activiste. Dès l'enfance, Arnaud va endurer le supplice des abus psychologiques d'un père ostracisant, violent et méprisant. Ceci de manière quotidienne, et peu importe que ce petit garçon tente d'être à la hauteur des espérances de son père, il est systématiquement dénigré et rabaissé plus bas que terre. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspond pas à l'idéal masculin que son père s'en fait. Il voulait un fils brutal, haineux, grossier, voire un petit facho raciste au caractère politique de la famille. Il se tourne vers sa mère, qui n'est d'aucune aide. Son statut de mère au foyer semble pourtant lui aller comme un gant. Mais ce n'est qu'une apparence parmi tant d'autres. Malgré son jeune âge, il se dresse entre son père et ses sœurs afin de les protéger des coups qui se répètent sans relâche. Il a 8 ans, et il est déjà marqué par des cicatrices. Mais qui pourrait s'en soucier, car il est issu d'une famille bourgeoise irréprochable. Une image que le père s'acharne à garder intacte, car il est important dans le monde des affaires. Après tout, il est directeur commercial. Arnaud dira « À chaque retour de mon père de voyage d'affaires, la valise posée dans l'entrée, je sais qu'une pluie de coups de ceinturon s'abattra sur ma tête. Je dois payer mes fautes, un rituel redouté, une éducation à la virilité. » Parce que oui, son père estime qu'il n'est pas assez viril. Alors des propos homophobes, racistes lui sont hurlés au visage, tandis que les hématomes marquent sa peau. Qui pourrait se douter que derrière la porte close, il se trame un tel drame? Les voisins? Ah, les voisins! Trop soucieux de faire des histoires, ils préfèrent utiliser la méthode des 3 singes. On ne voit rien, on n'entend rien, et surtout, on n'en parle pas. Dans son témoignage, Arnaud mentionne ceci. Tout le monde connaissait les violences de mon père, et personne ne réagissait. Une fois, sa petite sœur, tout juste âgée de 4 ans, se confiera à son institutrice. Cette dernière en parlera, alertée par les propos de violence physique. La mère d'Arnaud sera convoquée. Et elle fera quoi? Eh bien, elle fera passer cela pour une plaisanterie. Ni plus, ni moins. Et le sujet n'ira pas plus loin. Y a-t-il eu d'autres tentatives pour alerter? Oui,
Arnaud lui-même prendra la décision d'aller au commissariat pour dénoncer son père. Suite à une énième violence physique de ce dernier, éreinté et fatigué d'être un punching ball, il se précipita dehors pour avertir les services de police compétentes. Cependant, le voisin, témoin de la scène, l'en dissuada. Et pourquoi ? Attendez, vous qui m'écoutez. Vous allez sentir cette frustration, cette colère, parce que la raison est tout bonnement irrationnelle. Comme Arnaud le dit dans son livre, « Mon père était celui qui rendait service à tout le monde. » L'intérêt privé, vous comprenez, avant de faire les bonnes choses. Quelle lâcheté de la part de ses voisins. Alors dans cette belle maison de banlieue parisienne, vers qui Arnaud pouvait se tourner pour demander de l'aide ? Personne. Il dit « Les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse parler à un adulte de confiance. » Parce qu'il y a un autre état de fait, l'histoire de la famille. Et elle commence avec le grand-oncle. Un homme de foi, un homme d'église, irréprochable, bien sous tout rapport. Alors la lignée familiale doit forcément être exemplaire. Que de fausses apparences. Que de mensonges inlassablement répétés pour conserver l'image. Car ce grand-oncle, ce prêtre missionnaire, n'était autre qu'un prédateur. Et comme tout prédateur, il observe et voit mieux que n'importe quel profiler les proies faciles. C'est comme un don hérité du diable. Ces prédateurs voient les blessures, regardent avec une intimité abjecte les cicatrices encore purulentes et sanguinolentes. Cet oncle voit sur le visage d'Arnaud, âgé tout juste de 8 ans, ces cicatrices. Ce besoin d'affection qu'il n'aurait jamais pu trouver chez son père, ce sentiment de sécurité, de chaleur qui lui manque cruellement. Et cet oncle voit tout, et sait exactement comment prendre le jeune Arnaud. Ce n'est pas difficile de constater que l'enfant est perturbé et abusé physiquement et psychologiquement. Il y a des signes de SSPT qui ne trompent pas. L'énurésie en est une. C'est également une excuse supplémentaire pour qu'un père soit véhément et moqueur envers son jeune fils. Il a fallu un passage en métropole pour que le grand-oncle prenne logis dans le foyer Galais. Et malgré une maison imposante, le père Rémy Lourando prendra son logis dans la chambre d'Arnaud. Dans son livre, il mentionne cette phrase à glacer les sangs. « L'argument de mes parents a été de me dire que la chambre d'amis n'était pas rangée. » C'est une blague. Quels parents normalement constitués laissent qui que ce soit, même un proche, dormir dans la même chambre qu'un enfant ? Ce prédateur va profiter d'un moment où Arnaud sera le plus vulnérable. Sous couvert d'éducation sexuelle, parce que c'est toujours la même excuse qu'ils utilisent en amenant cela comme une expérience favorable, comme quelque chose de sacré, de pur, un petit secret. Le prêtre va violer Arnaud à plusieurs reprises. Il dira « Il touchait mon sexe, il me mettait un doigt dans l'anus. Ça allait jusqu'à me sodomiser. Je n'ai pas peur de dire ce mot. Il faut se rendre compte de ce qui se cache derrière le mot viol. » Parce qu'un prédateur ne se contente jamais de toutes petites touches. C'est toujours brutal, pervers et destructeur. Cet acte immonde va se répéter jusqu'à ses 11 ans. Adolescent, Arnaud sombre inévitablement dans le cercle infernal des addictions. J'ai sombré dans l'alcool, la drogue. Je me suis même mis à dealer. Je pouvais boire 1 litre de gin sans que ça me fasse le moindre effet. Toutefois, Arnaud est conscient que ça ne va pas, et pour payer des séances avec un psychologue, il travaille sur les marchés le week-end. C'est un travail très dur pour un enfant de 13 ans, physique, mais qui lui procure un exutoire et la rencontre de personnes qui l'aident à affronter ses démons. Ce passage, dans son témoignage, pourrait être un premier gage d'espoir. Cependant, les séances de psychothérapie vont pousser ses souvenirs à d'autres faits. C'est ce que font les psychothérapeutes. Ils poussent, ils guident leurs patients. Alors, à 25 ans, lorsqu'Arnaud avait fait le choix de pousser ses études à un autre niveau, il se rappelle. Et ça fait mal. C'est une nouvelle cicatrice à mettre sur toutes les autres. Oh, ce n'est pas Lourando, non, ce sont ses cousins. Un souvenir qu'il avait enfui au plus profond de sa mémoire,
afin de sécuriser ce qui restait de sa santé mentale. C'est un mécanisme de défense cérébrale. C'est inconscient et ça bloque un traumatisme dans une boîte, comme un logiciel caché d'une carte mémoire. C'est là, quelque part enfui, attendant d'être actionné. Et une fois ouverte, c'est le déversement d'émotions incontrôlables et c'est une torture que personne ne devrait endurer. C'est ainsi qu'Arnaud le mentionne dans son témoignage alors qu'il est en pleine séance de thérapie. Il est avec ses cousins, il répète une pièce de théâtre. Il dit « Nous étions en train de répéter. Je jouais le rôle d'une femme. L'un de mes cousins, l'aîné, me dit « Ben tiens, si tu étais une femme, je vais te montrer ce que je ferais. » Le moment paisible se transforme. Il n'y a plus d'innocence, plus rien de paisible. Il lui impose une fellation, tandis que l'autre cousin le maintient de force par les poignets. À ce souvenir putride, Arnaud les confrontera. Il dit dans son témoignage « Ce qui m'a sauvé, c'est qu'ils ont reconnu les faits tout en les banalisant. » Bah oui, voyons, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Ce sont des jeux de gamins. C'est ça, banaliser et ne pas répondre de ses fautes. Pour eux, c'est du passé. Mais pour Arnaud, ça sera tous les jours. Et plus les crises sont difficiles à endurer, plus la bouteille est facile à attraper. C'est un mince confort dans ce tourment constant. Puis, il y a une lumière au bout de ce tunnel noir. Une naissance, celle de son fils. Il sait qu'il aura la force de se battre. Toutefois, si le mental refuse de s'effondrer, c'est le corps qui cède. Une nouvelle épreuve attend Arnaud. En 2015, après la naissance de mon fils, j'ai fait une alerte pulmonaire. Arnaud sera hospitalisé d'urgence. Malgré les efforts des médecins, il peine à trouver la cause de ses troubles pulmonaires. C'est pourtant un pneumologue qui va trouver l'origine du problème. Je dois avouer que ce passage m'a particulièrement troublé. Elle a posé une question. Arnaud le cite ainsi. Elle m'ausculte et me demande « Monsieur, est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles ?» C'est brutal. Mais elle a reconnu tous les signes. Aucun médecin ne peut aider Arnaud. Elle me dit qu'il n'y a rien à faire. En quelque sorte, c'est comme si je respirais comme lorsque j'ai été violée. Outre les séquelles psychologiques, psychiques, il y a également les séquelles physiques sur le long terme. Un de ses poumons se détériore et le cœur est fragilisé. Il le dit. J'ai des médicaments à vie. J'ai aussi des problèmes digestifs qui m'obligent à être sous traitement. Voilà les conséquences des viols, incestueux ou non. Ils détruisent. La plupart des agresseurs s'en sortent et continuent à perpétrer leurs actes immondes. Le père Laurando est décédé, sans jamais avoir été jugé ou avoir répondu de ses actes. Arnaud a cherché à savoir s'il y avait eu d'autres victimes. Il a fouillé dans le passé de son grand-oncle. Il a découvert peu de choses, sauf le silence. Ce silence qui est assourdissant. Ou à demi-mot, de pseudo-témoins qui lui diront que c'était connu qu'il aimait les jeunes garçons. L'Église savait, mais n'a rien dit. Beaucoup en général savent, mais se taisent. Aujourd'hui, Arnaud utilise son énergie et son expérience, aussi traumatique soit-elle, pour aider les autres. Il s'engage comme activiste pour les droits des enfants. Il devient membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, le CIVIS. Il crée également Move Enfants, un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Il se bat chaque jour pour que ce silence ne soit plus. Il met tout en œuvre pour éviter que d'autres enfants subissent ce qu'il a enduré, ce qu'il a vécu. Il dira une phrase marquante. Que la peur change de camp. Et il est grand temps que sa voix, comme celle de toutes les autres victimes, soit entendue et que les coupables soient traduits en justice. Et que cette justice applique sans tolérance, sans excuse, les actes de ces pédocriminels. C'est très dur. Je sais que même le résumé, ça a un impact.
ça a un impact sur vous. Et j'en suis désolée, mais c'est important que la voix d'Arnaud Gallet se fasse entendre. Et pas que la sienne, celle de toutes les autres victimes. Alors ce livre ne m'est pas arrivé par hasard entre les mains. J'ai eu l'occasion de rencontrer très brièvement Arnaud Gallet à la librairie des Fables. Pour la petite histoire, je m'y rendais pour trouver des livres, hein, normal. Et je suis toujours passionnée par la rencontre avec des auteurs. Ça arrive, il y a des auteurs qui viennent à la librairie et qui présentent leur ouvrage. Je vois un homme devant son pupitre, il a des livres. Ah, un auteur. Je vais le voir, mais je lui demande ce qu'il écrit. Je ne m'attendais pas à ça. Et comme dans son livre, Arnaud a directement utilisé les termes. J'ai été violée à l'âge de 8 ans par un grand-oncle. C'est brutal, hein. Tu n'es pas du tout dans l'ambiance dans laquelle tu pensais arriver. Et ça, c'est important. Parce que je savais tout de suite que j'allais le prendre, son livre. Je savais aussi ce que j'allais en faire. En parler. C'est ce que j'ai commencé à faire, bien sûr. Déjà par la vidéo que vous êtes en train de regarder, mais autour de moi. Et j'encourage vivement à faire l'acquisition de ce livre. De plus, vous trouverez dans le descriptif tous les liens possibles que vous pouvez avoir besoin pour ce livre. Mais également les liens pour avoir le réseau social de Arnaud Gallet et également tous les témoignages qu'il a déjà fait sur les réseaux, à savoir Le Point, je crois. Il y a une vidéo où vous pouvez l'écouter. Alors, justement, j'aimerais en parler de ça. Une personne qui témoigne, que vous écoutez, que vous voyez, ce n'a pas le même impact que quand vous le lisez. Pas du tout. Parce que vous savez, il y a un problème avec notre génération, c'est qu'on a tellement été biberonné de violence via les films, d'accord, les séries, etc., que quand on écoute une personne qui a subi de telles atrocités, ça n'a pas le même impact que quand vous le lisez. C'est bien d'écouter, mais l'attention n'est pas retenue. Alors que quand vous lisez, ça s'imprègne en vous. C'est beaucoup plus intense au niveau de la réflexion. Ce livre, quand je l'ai commencé, faut pas vous leurrer, j'ai abandonné plus d'une fois la lecture. En tout cas, les premiers chapitres. J'étais bouleversée, j'étais en colère, frustrée. Je pouvais pas le lire en une traite, c'était pas possible. J'avais besoin de faire des pauses. Psychologiquement, j'avais besoin de faire des pauses. Désolée pour la voiture. Je devais couper. J'étais obligée, j'avais pas le choix, c'était vraiment très, très dur. Frustrant dans le sens où vous pouvez rien faire. Parce que c'est du passé. C'est fini. C'est dans le passé, on ne peut plus agir sur le passé. Par contre, on peut agir aujourd'hui. On peut en parler autour de soi. Et pas utiliser cette méthode des 3 singes que vous avez entendue dans le résumé. Ça, il faut que ça cesse. Il n'y a pas que du négatif dans le livre. Il me l'avait dit quand il m'en avait parlé. Il m'avait dit c'est aussi un message d'espoir. Alors dans les premiers chapitres, je me suis dit non, j'ai pas de message d'espoir là-dedans. Mais pas tout à fait. C'est-à-dire que les passages où il est en voyage, à la fois pour ses études et pour rencontrer des personnes extraordinaires, alors je suis incapable de reprononcer les noms, parce que c'est d'origine maghrébine, alors forcément j'ai un peu de mal à prononcer
les lieux où il a été en voyage. Mais j'avoue que ce moment où il parle de ses voyages, ça fait du bien. C'est du positif. Tout comme quand il parle de la naissance de son fils. Quand il parle de la manière dont il a travaillé à l'âge de 13 ans sur les marchés, les personnes qu'il a rencontrées. Ça, c'est une aide. Tout au long où on voit que chaque étape de sa vie, il a pris toujours une claque à travers la figure, d'où on comprend les addictions. Mon Dieu, bien sûr qu'on les comprend. Elles sont tout à fait pardonnables. Mais en plus, il essaye de s'en sortir très jeune. Il a été suffisamment intelligent et brave, mon Dieu, incroyable. Quel respect on peut avoir envers lui quand même, merde. Parce que c'est un guerrier. Il sait qu'il a vécu un traumatisme et il va réclamer de l'aide. C'est pas toutes les victimes qui le font, hein, malheureusement. Alors je suis en train de chercher la page qui m'a fait péter les plombs. Je vais vous la lire. Pour que vous sachiez, Arnaud a commencé à porter plainte, d'accord. Il passe par des commissions où il doit raconter son histoire encore et encore et encore. Des personnes qui changent très régulièrement. Ces commissions sont là pour faire avancer cette espèce de loi du silence, vous savez. On la connaît, cette loi du silence. Ce passage m'a écœurée pour que vous voyez à quel point il y a des gens qui peuvent banaliser et je dirais même cautionner, alors qu'à la base, ils travaillent dans les domaines où ils doivent sanctionner les pédocriminels. Écoutez ça. 3e rendez-vous. Je raconte la même histoire. À la fin de la séance, je suis abasourdie par une question posée par une des membres. Écoutez bien. Au moment du viol, vous auriez pu ressentir du plaisir. Peut-être même avez-vous eu une érection. C'est le cas de certaines victimes. Madame, si vous écoutez cette vidéo par hasard et que vous vous reconnaissiez dans ces propos, avec tout le respect que je vous dois, allez vous Je vous assure, j'ai pété un câble à ce passage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Arnaud passe devant une commission. Il raconte encore son histoire. Et à chaque fois, c'est pénible pour lui. Et elle ? Normalement, son travail, c'est d'écouter. D'avoir de l'empathie. Non, là, elle cautionne ce qu'il a subi. Mais c'est malsain. C'est pas son boulot. Enfin, c'est même pas ça. C'est pas le boulot qu'elle devrait faire. Je vous jure, j'ai explosé de colère. Le livre, il a volé. Il a tellement volé d'ailleurs que... Parce que j'ai des pétages de plomb, hein, comme tout le monde. Hein. Ça peut m'arriver d'avoir des excès de violence. Et mon livre, en fait, je l'ai un petit peu corné parce que je l'ai balancé. Alors, si Arnaud Gallet regarde cette vidéo, je suis vraiment désolée d'avoir lancé ton livre. C'était pas volontaire, c'est juste que ce passage-là m'a donné envie de vomir, m'a énervée. Parce que, après tout ce qu'il a traversé, comment on peut dire ça à une victime? Même si maintenant je trouve que Arnaud, au fil des années, devient un véritable guerrier et il devient une voix pour les autres victimes, puisque c'est pour ça, hein, c'est un activiste. Hein. D'ailleurs, je vais vous lire Je vais vous lire ceci, je ne sais pas si vous voyez ici, qui il est, parce que c'est vrai, je ne vous ai pas parlé d'Arnaud. Arnaud Gallet est un activiste des droits de l'enfant et le cofondateur de Be Brave France, mouvement des survivants de violences sexuelles dans leur enfance et fondateur du collectif Move Enfance, mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants.
Il se définit comme un briseur de silence. Tous les liens, vous pourrez les retrouver en description. Absolument tous. J'ai fait une compile et je vous donne tout, comme ça vous pouvez aller vous-même voir les vidéos d'Arnaud, vous pouvez trouver son Instagram. Vous avez tout. J'aimerais vous dire un dernier mot à propos des prédateurs. Première chose, en France, nous sommes le premier pays de contenu pédopornographique qui est distribué à travers le monde, qui est accessible à travers le monde. C'est grave. Sur les réseaux sociaux, on constate de plus en plus de TikTokeuses qui sont mineures, qui se retrouvent face à ce type d'individus, qui vont jusqu'à leur parler. Ces jeunes filles qui ont 14-15 ans bloquent sur les réseaux sociaux. Elles savent, quand elles voient que c'est un vieux monsieur de 50 balais qui lui fait des avances, elles bloquent. Mais on voit également que la pédocriminalité et les pédophiles, lorsqu'ils ont leur passage à l'acte, qu'ils se sont fait attraper, les peines encourues sont pas assez fortes. Les sanctions ne sont pas assez fortes. On est dans un pays actuellement où un petit dealer de quartier risque plus qu'un pédocriminel. On est dans une France actuellement qu'une personne qui va voler dans un magasin prendra plus qu'un pédophile. Tout le système est à revoir. Et quand je dis le système, c'est le système juridique. Quand je lis le témoignage d'Arnaud et son combat, un combat à la fois sur la justice, mais également sur cette fameuse loi du silence, je me dis qu'on peut y arriver tous ensemble si on prend notre courage à deux mains et qu'on cesse de dire bon, c'est pas une priorité. C'est notre priorité. C'est la priorité number one. Il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas que des pédophiles, il y a les éphébophiles aussi. Les éphébophiles, c'est une déviance à la pédophilie. Les éphébophiles, ce sont des personnes qui ont 40 ans au compteur et qui sont intéressées par les adolescents. Et quand je dis adolescents, c'est 14, 15, 16 ans. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Et ils sont exactement comme Rémi Laurando. Ils repèrent les proies faciles. Ils ont un détecteur. Ils savent s'y faire. Et en apparence, vis-à-vis d'autrui, c'est comme les tueurs en série. C'est pareil. C'est des personnes que tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Parce qu'ils sont gentils, ils sont serviables, ils ont parfois même des statuts professionnels que tu te dis, bah non, jamais de la vie, jamais ils pourraient faire ça. Bah tiens. Ils passent toujours aussi à travers les mailles du filet pour une grande majorité. Parce qu'ils savent manipuler l'enfant. Ils savent les mots qu'ils doivent utiliser. Et en plus, ils sont malins parce que ce sont des pervers narcissiques. Ah oui, par-dessus le marché, on peut rajouter ça. Parce qu'ils disent à leur victime que c'est leur faute. Donc la victime, elle culpabilise. Vous savez, vous devriez regarder aussi les pourcentages des victimes. Celles qui ne disent rien. Celles qui gardent le silence pour ne pas briser la famille. Parce que c'est tellement un secret pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce que si elles venaient à dire ce qui leur est arrivé
pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, elles savent que ça pourrait faire beaucoup de mal. Alors elles le gardent pour elles. Et jamais, en fait, c'est une blessure qui peut guérir. Je ne crois pas qu'on peut se remettre d'une telle blessure. Tu la gardes à vie. Par contre, tu peux marcher avec elle. Quand tu l'acceptes, je pense, tu peux marcher avec elle. Mais ça ne sera pas sans en sortir indemne. C'est-à-dire que au moment où tu t'y attends le moins, ça revient. Tu fais une crise. Et il faut que tu trouves des moyens exutoires pour pouvoir t'en sortir. Alors il y en a, ça sera l'alcool, la drogue, d'autres, ça sera s'enfuir dans le travail. Et puis pour d'autres, c'est même encore plus grave. Donc il faut être attentif. Il y a un numéro en fin du livre, le 119, Allô enfance maltraitée. C'est le numéro que vous pouvez donner à tout le monde. C'est important. Et c'est pour moi vraiment pas un honneur, mais je suis pas loin de ce terme quand même, d'avoir eu l'occasion de rencontrer cet homme, même si ça a été vraiment un court instant, vraiment ça a duré 5 minutes, grand maximum, parce que après avoir lu son témoignage et voir ce qu'il fait aujourd'hui pour pouvoir protéger les enfants, afin que ça n'arrive plus jamais, pour moi c'est un grand homme, c'est un combattant, c'est un guerrier qui combat tous les jours ses démons. Énorme, énorme respect envers cet homme. Et je pense que je suis privilégiée de l'avoir rencontré, ne serait-ce qu'un bref instant. Je suis privilégiée d'avoir son livre entre les mains. Voilà. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.